Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié donc au réseau de l'amélioration de l'habitat que nous avons intitulé Envoyer du business à votre réseau, pas des contacts, sujet qui déchaîne les foules, dont on parle souvent avec les têtes de réseau. Donc, je vois que nous sommes 21 connectés. Je suis très heureux d'être avec vous. Dites-nous, vous voyez, il y a un chat sur la droite. J'aimerais beaucoup que vous nous disiez comment ça va, si vous avez la forme et d'où vous nous regardez. Bonjour Magali, bonjour Clément. On est vraiment avec des jolis participants dédiés à l'amélioration de l'habitat. Ce qui serait top, ça serait de nous dire de quelle société vous faites partie ou quels sont les produits ou services que vous vendez ou vous fabriquez. On a pour ambition de vous apporter un maximum de valeur ajoutée et d'avoir un discours qui soit vraiment très proche des problématiques du secteur. Donc, dites-moi, bonjour Grégory, bonjour Sophie, dites-nous quels produits vous vendez, dites-nous si vous avez la forme, ce sera l'occasion d'utiliser le chat. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez utiliser la rubrique questions que vous voyez sur la droite. Notre ambition à tous les trois, c'est de répondre à vos attentes. Donc, pour tester la rubrique questions, j'ai également envie de vous demander quelle est la question à laquelle vous aimeriez le plus que l'on réponde. Si on fait ce webinaire, c'est pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc, dites-nous ce que vous rêvez de savoir sur cette thématique de la gestion des contacts web pour les transformer en prospects qualifiés, en business pour votre entreprise et pour votre réseau. Dites-moi la question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde, parce qu'on est vraiment là uniquement pour ça. On s'adresse donc à tous ces réseaux de l'habitat qui font de l'acquisition de contacts sur Internet, qui achètent des contacts et qui les distribuent à leur réseau intégré ou externalisé d'installateurs et qui aimeraient les transformer au maximum. On sait que c'est un chemin semé d'embûches et en tout cas, on souhaite vous donner notre retour d'expérience sur comment les lever au maximum. Alors, je vois que c'est 11h02, qu'on est maintenant 23 personnes. Bonjour Acom de Rector. Bonjour Ursula. Bonjour Maxime. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais maintenant me présenter. Donc, je suis Jean-Bernard Mellet, cofondateur d'Eldo Travaux. Ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne des dirigeants d'entreprises de la grande distribution et du bâtiment. Chez Eldo Travaux, nous sommes un éditeur de logiciels qui permet de mettre à disposition 3 fonctionnalités. Une première, c'est la gestion de vos leads de la tête de réseau jusqu'à l'installateur pour avoir les meilleurs taux de transformation et 100% de visibilité sur le traitement de ces leads. Dans la continuité de la chaîne, on a une solution aussi qui vous permet d'avoir 70% d'avis clients, super qualitatif, mettant en avant votre marque. Et enfin, une solution pour augmenter cette visibilité-là sur vos Google My Business et agrémenté d'une prestation de service de télémarketing pour pouvoir optimiser l'utilisation de toutes ces solutions. Et à cette occasion, dans notre chemin, nous travaillons avec une trentaine des très belles marques sur le secteur de l'habitat en France et nous avons eu la chance de travailler avec Guillaume de la société Isocomble et de rencontrer souvent Jérôme qui est là en conseil stratégique pour de très beaux réseaux. Et donc, messieurs, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, Jérôme Simon, moi je suis effectivement aujourd'hui consultant. Un parcours en 3 phases. Une première phase en agence marketing et communication opérationnelle jusqu'aux années 2005 en tant que dirigeant d'agence. Une deuxième phase de 2005 à 2015 environ, où là je suis des responsabilités de directeur marketing communication dans 2 grosses sociétés du bâtiment, les Cheminées Brisac, que j'ai accompagné en tant que direction marketing comme pendant une douzaine d'années, puis les Menuiseries Vial. Donc, en gros, un bon tour d'horizon du monde de la maison. Et depuis 3 ans, j'accompagne en tant que consultant opérationnel, spécialisé désormais sur le monde de l'équipement, de la maison et du bâtiment. J'accompagne des marques
dans leur développement de stratégie de distribution et dans leur transformation digitale avec les problématiques de tête de réseau et problématiques sur le terrain, installateurs et artisans, et de mettre tout ça en ordre de marche. Et j'ai effectivement la chance et le plaisir d'accompagner Guillaume sur la marque Isocomble depuis maintenant quelques mois. Voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes là tous les trois. Bonjour à tous, Guillaume Lundy. Donc, je suis, comme disait Jérôme et Jean-Bernard, responsable marketing pour le groupe VEC. Je gère notamment donc, toutes les marques du groupe VEC et en particulier Isocomble. Mon parcours en 2 phases, hein, un peu comme Jérôme, hein, je suis issu du milieu du BTP, donc j'étais chef de produit digital dans une très belle boîte qui vend des fenêtres sur Internet. Et j'ai rejoint le groupe VEC il y a un peu moins d'1 an au poste de responsable marketing. Et donc, du coup, j'ai de grosses ambitions sur le digital pour développer Isocomble. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à Jérôme et à Jean-Bernard pour qu'on développe le trafic de notre site. Super, merci beaucoup à tous les deux. Donc, en termes de programme, tout de suite, on va être dans le concret, dans les bénéfices et le contexte donc, de Guillaume et ce qu'on a pu faire ensemble sur la thématique qui nous concerne. Ensuite, on va vous faire un petit quiz pour voir si on partage tous la même connaissance de la problématique ou les mêmes enjeux du moins. Et on verra ensuite les problématiques, les solutions et les clés pour optimiser tout ça. Et vers la demi, nous répondrons à toutes vos questions. Je le répète, le but, c'est que ça soit un échange au maximum et de répondre aux questions que vous avez dans votre contexte à vous. Donc, Guillaume, je te passe la parole. Oui, merci Jean-Bernard. Donc, du coup, j'ai fait appel à Jean-Bernard en octobre. Donc, quand je suis arrivé chez Isocomble, donc j'ai pu faire un peu d'analyse sur notre façon de gérer nos leads, que ce soit en référencement naturel ou en acquisition. Donc, on avait à tous les niveaux, que ce soit à l'entrée, au niveau du contact, que ce soit au niveau des rendez-vous ou sur la vente, on avait beaucoup de pertes à tous les niveaux. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Bernard. Donc, on a mis en place toute une stratégie pour resserrer les boulons de tous les canaux. Donc là, on a plutôt très bien fonctionné. Donc, on a boosté nos taux de contact issus du web. On a boosté nos taux de notre site au niveau référencement naturel avec des super scores qui ont quasiment triplé, je crois, grâce à Eldo Travaux sur le référencement de notre site. Alors, je mets aussi un point d'intention aussi au niveau du digital aujourd'hui. Ce qui était aussi hyper important, c'est, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est qu'aujourd'hui, le SIA est pousse très fort. Par contre, c'est vraiment très cher. Donc, dans les prochaines années, va y avoir vraiment un enjeu sur le référencement naturel. Et c'est là où, en fait, le produit que nous propose Jean-Bernard est top parce que ça nous booste notre trafic de façon naturelle et sans avoir forcément à dépenser beaucoup pour l'acquisition des leads. Tu peux passer, Jean-Bernard. Ouais, tout à fait. Donc, initialement, on avait un réseau d'une quinzaine de points de vente. Donc, globalement, on a fait une réorganisation en interne pour partir sur de l'interne. Donc, on a décidé d'accélérer en interne sur le marché national. Donc, l'enjeu ici, c'était de récupérer tous les leads et d'essayer de mettre en place une stratégie globale d'acquisition de leads au niveau du digital, notamment sur le SEO. Donc, l'objectif était vraiment de faire un x2 sur notre chiffre d'affaires. Donc, on avait plusieurs problèmes qui étaient en premier lieu notre CRM qui n'était forcément pas forcément tout le temps mis à jour par les commerciaux, par les personnes qui s'occupaient d'appeler les clients pour prendre des rendez-vous, etc. Donc, on ne savait pas forcément si le lead était qualifié, si le lead était chaud, était froid, etc. Donc, on était vraiment un peu perdu par rapport à ça. Donc, du coup, on a mis en place avec Jean-Bernard une solution de clic, de rappel de nos clients via sa solution. Donc, c'est un centre de rappel finalement. Donc, on a externalisé notre qualification de nos leads. Et ensuite, on a aussi décidé de positionner le rendez-vous directement dans les agendas des commerciaux. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'on s'est dit,
Aujourd'hui, notre prospect, quand il est qualifié et on lui dit on va vous rappeler, et celui-là est envoyé au commercial. Des fois, le commercial, voilà, ça peut arriver, il rappelle pas dans les temps, il rappelle un peu plus tard, etc. Donc, on perd le client. Surtout dans le secteur qui est de l'isolation, forcément de l'isolation avec toutes les aides d'isolation à neuro, etc. Donc là, c'est vraiment, il faut être hyper réactif, et on avait ce manque de réactivité. Donc le but là, c'est d'avoir vraiment positionné le rendez-vous directement dans l'agenda du commercial, et c'est quelque chose qui a plutôt très bien fonctionné. Ensuite, le deuxième point, c'était vraiment d'avoir vraiment les avis de nos clients, parce que c'est hyper important d'avoir les avis clients, surtout quand on est dans un marché hyper concurrentiel où les clients vraiment se renseignent énormément sur Internet. Donc là, on a eu des super retours. 80% des clients qui sont passés chez nous ont donné un avis suite à leurs travaux qui ont été réalisés. Donc c'est plutôt très très bien. On avait une solution avant que je ne citerai pas, où on était à moins de 20%. Donc là, vraiment, on a vraiment explosé les scores. Donc c'était vraiment plutôt très très bien. Et c'est un super outil que nos commerciaux utilisent aussi sur le terrain pour dire, voilà, allez sur le site, vous allez sur L2 Travaux, le site L2 Travaux, et vous pouvez voir tous les avis clients d'Isocomble. Et l'enjeu aussi, c'était de booster notre GMB, parce que c'est quelque chose qui est vraiment un outil formidable de Google qui permet de mettre en avant nos magasins. Donc on est accompagné par L2 Travaux pour tout ce qui est gestion des GMB. Ok. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, après quelques mois de travail, on a optimisé le traitement des leads. On est passé d'une moyenne de 48 à 72 heures entre le moment où le lead arrive sur notre site internet et le moment où il est rappelé pour une première prise de rendez-vous. On est passé de 48 à 72 heures, entre 0 et 4 heures. Donc, c'est-à-dire que c'est quasiment traité dans l'immédiat. Le taux de transfo a explosé. Grâce à ça, on est passé, je connais plus les chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est à plus de 70% de contacts. Donc vraiment assez impressionnant. Donc ensuite, on a nos commerciaux forcément qui sont plutôt ravis, parce que du coup, ils ont un taux de transfo de 75% sur les leads, parce que le fait qu'on a resserré les boulons à tous les échelles, partout, pardon, excusez-moi, ça nous a vraiment permis de fournir des contacts ultra qualifiés à nos commerciaux. Donc on n'a plus beaucoup de déchets aujourd'hui sur des clients des commerciaux qui nous disent ce client-là, il n'était pas dans la cible et j'ai pas pu le vendre. Donc là aujourd'hui, on a vraiment fait un super travail sur ça, donc on est plutôt ravis de la gestion. Donc forcément, on a resserré les liens entre la DG, le market et le commercial. Donc maintenant, on travaille plutôt en équipe, alors qu'avant, c'était un peu pas la guerre, mais voilà, c'est un peu symptomatique du marché, de la gestion entre le marketing et le commercial. C'est voilà, des fois, c'est pas tout le temps une super entente. Là, on a vraiment resserré, tout le monde est ravi, et du coup, ça nous a permis, on a décidé pour début janvier de tripler notre investissement. On a triplé notre investissement pour faire accroître notre chiffre d'affaires. Donc sans ça, on n'aurait jamais triplé notre investissement. En termes d'avis client, on est très bon. Ça dépend aussi forcément de la gestion qu'il y a derrière, mais on est plutôt très très content, parce que on arrive à avoir des super retours de clients, et c'est plus forcément que des retours en disant c'était très bien, super contact. C'est vraiment il y a des photos qui nous sont envoyées, des gens sont super ravis, nous écrivent des super textes. Donc franchement, c'est vraiment très 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 bien. C'est un super outil d'aide à la vente. Et du coup, aujourd'hui, on avait 0 trafic sur les GMB avant de prendre L2 Travaux. Aujourd'hui, en termes d'appels entrants, grâce à notre gestion et à nos postes réguliers sur la gestion des GMB, on a 50% de nos appels entrants qui sont émis de My Business. Merci Guillaume, j'en profite pour répondre à la volée aux questions de Cécile et Grégory, qui demandaient si c'est un réel enjeu de Google My Business.
c'est énorme, hein. Vraiment, là, aujourd'hui, on gère 1500 Google My Business. Le trafic qui passe par ces Google My Business, ça peut représenter des fois x10 le trafic d'un site Internet en SEO. Donc, c'est vraiment un élément clé d'une stratégie de visibilité pour occuper la première page de Google. Vous avez le SEA, le référencement local et le SEO en dessous. C'est pas soit un, soit l'autre. Il faut être partout. Et c'est un endroit où les gens cliquent de plus en plus. Et Google, de manière insidieuse, agrandit la part de la taille, la surface linéaire sur la première page Google. Donc, c'est vraiment un must-have. Voilà, je suis prêt à tamponner ça. Et donc, Grégory demandait SEO, GMB, ben c'est ça. SEA, c'est référencement payant. GMB, c'est Google My Business, c'est le référencement local. Et SEO, c'est SEO, Search Engine Optimization en anglais. Et ce sont tous les résultats en référencement naturel, donc les sites, les annuaires comme Alto Travaux. Voilà. Beaucoup, Guillaume, pour ce témoignage. Posez-lui toutes vos questions. Il nous a fait la gentillesse et l'honneur de se rendre disponible pour partager, répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Guillaume. On va passer maintenant sur un quiz avant de vous révéler comment on a obtenu ces résultats. Alors, la première question. Ah, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, on t'entend. Ok. J'ai eu un petit message me disant que ma connexion avait un problème. Donc, quel est, selon vous, le pourcentage de prospects web qui vous contactent mais qui ne sont pas dans votre cible? Tous canaux d'acquisition confondus, vous pouvez y répondre donc dans la partie sondage en haut à droite. On va regarder les réponses. Il y a eu peu de réponses encore pour le moment. Ça grimpe, ça grimpe. 29%. Qui est la réponse maximale. Et bravo, effectivement, c'est le taux moyen que l'on constate sur des contacts donc qui ne sont pas exploitables pour différentes raisons, soit parce que c'était des demandes fantaisistes, soit parce que c'est pas dans vos prestations ou votre zone de chalandise. Selon les canaux d'acquisition, sur du référencement naturel sur votre marque, ça va être moins que ça. Sur de l'achat de contact, on peut monter jusqu'à 80%. Voilà, c'est une moyenne, ça dépend vraiment des canaux d'acquisition. Mais bravo, en tout cas, pour la plupart qui avaient trouvé la bonne réponse. Oui, autre question, on se demandait combien de prospects web ne sont jamais contactés par un artisan, bien qu'ils aient eu le contact en leur possession par un canal, on va en reparler longuement après. Donc, on vous propose 20, 35 ou 50% de prospects web qui sont au final ignorés dans la démarche. Je ne vois pas les chiffres, moi, du JB qui remonte. On attend 2 minutes, il y a 8 réponses pour le moment, une majorité de 50%, 35%, 20%. Allez, comme l'heure tourne, je vais passer à la réponse. Oui, effectivement. Alors, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est les secteurs d'activité et toutes choses égales par ailleurs. Mais on peut déjà dire qu'au moins 20%. Au moins 20% des contacts web ne sont jamais relancés. Pour diverses raisons d'ailleurs, hein, on ne peut pas forcément mettre l'artisan seul responsable. On va en parler tout à l'heure hein, dans les facteurs de diagnostic des éventuels échecs. Mais disons que c'est beaucoup et que si on devait retenir deux choses, c'est que c'est une perte de chiffre d'affaires évidente et que c'est une perte de crédibilité pour la marque qui a fait l'acquisition. Voilà, quand on parle beaucoup d'expérience client, on va parler d'expérience prospect. Il faudra parler d'expérience prospect. Et l'expérience prospect est quand même quelque chose où quand on n'est jamais rappelé, on a du mal à recommander. Allez, je te laisse aller à la question suivante, JB. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Autre question pour être confronté à des commerciaux, des installateurs au quotidien. Au bout de combien de contacts sans vente un commercial ou un installateur perd confiance dans le canal d'acquisition, dans la source de contact? Allez, nous avons 6 réponses. Ça grimpe, 9, 8. Je vois qu'on a une assistance qui connaît bien son sujet. Effectivement, un commercial n'est pas très patient ou un installateur n'est pas très patient. S'il se déplace 3 fois pour rien, ça va être très compliqué de regagner sa confiance et
on peut oublier son implication pour la suite. Donc, il n'ira pas jusqu'à 6. Le commercial, il veut vendre, il ne veut pas faire des rendez-vous. Donc, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Moi, si je peux illustrer, pardon, j'y vais, Oui. si je peux Vas-y, Guillaume. illustrer ce 3%, je dirais que chez Isocomble, avant d'avoir fait appel à Hello Travaux, j'avais beaucoup de remontées de mes commerciaux qui me disaient que le canal digital, ça ne servait à rien. Alors, parce que les mauvais contacts étaient envoyés à nos commerciaux, et depuis que on a des contacts super qualifiés, je n'ai plus du tout de retour par rapport à ça. C'est plutôt des contacts qui sont super qualifiés, et ils sont très contents. Mes commerciaux sont très contents de ces contacts-là. Ils en veulent plus? Ouais. Oui. On a réussi à inverser la vapeur, c'est pas simple, mais c'est vrai que c'est un régal quand on arrive à l'inverser. Après, c'est appréciable. On arrive à réconcilier marketing et commerce, ce qui n'est pas simple, quel que soit le secteur d'activité. Même chez nous, c'est un travail de tous les jours. Allez, dernière question. Ouais. Là, donc, vous allez constater que je suis régulièrement sollicité sur la notion de temps long, qui dans la gestion des contacts est quelque chose, notamment dans le domaine de l'équipement de la maison et de l'habitat, quelque chose qui est très important à mes yeux. Donc une question, à votre avis, quel est le pourcentage de demandes de particuliers qui vont se concrétiser sur le temps long, on va dire à plus de 6 mois, 6, 12, 18, 24, 36. Voilà, donc de votre point de vue, quel est le chiffre, le pourcentage de ces gens qui font une demande, mais dont le projet ne démarrera de toute façon pas, pour multiples raisons, avant 6 ou 12 mois, et qui nécessitent un traitement particulier. JB, ça... Alors, on a 9 réponses. Jean Breil. Alors, on est sur un chiffre aux alentours de 20%. Là encore, ça va varier. On a pris ce chiffre qui est d'une expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance de traiter dans les 25-30 000 litres par an pendant 15 ans. Enfin, c'est la génération d'acquisition chez Brisac. Et que donc, on a un recul. J'ai eu un recul où on était capable de dire qu'en gros, les leads, les contacts que nous avions généraient 10% de chiffre d'affaires pendant 5 ans. N-1 de N-5. Donc, ça a été vérifié. Tout ça grâce à des choses dont on va reparler tout à l'heure, de mise en place assez simple, somme toute. C'est juste de prendre soin de son prospect et de son intention. On va en reparler plus longuement tout à l'heure. Donc, 20%, oui, on est bien dans le chiffre, ce qui est énorme si on le traduit en chiffre d'affaires prévisionnel quasiment acquis pour un artisan, puisqu'on connaît déjà les gens. Alors, j'enchaîne. Avec JB, on a fait une répartition. J'ai récupéré Bad Cop, il a fait Good Cop. Donc, je vais mettre le doigt sur les problèmes rapidement. On ne va pas y passer 107 ans. On a relevé de nos expériences aux uns et aux autres 5 grands problèmes dans la performance du traitement des contacts. Le premier, on l'a mis, défaut de responsabilité du fabricant versus son réseau. C'est en fait les systèmes qui font qu'on transfère du contact brut à son artisan, à son commercial. C'était ce qui s'est passé en partie chez Guillaume, même s'il y avait des assistantes qui essayaient d'intervenir au milieu. En fait, on perd des prospects parce qu'ils ne sont pas contactés. On perd du temps parce qu'on va envoyer des hors-cibles ou des temps longs à des artisans dont les commerciaux, on va en reparler un peu plus tard, veulent faire le chiffre d'affaires à moins de 3 mois. On va perdre de la confiance des artisans, on l'a vu dans les pourcentages. Et puis, on va perdre de la connaissance parce qu'on n'aura pas de retour sur ces leads qu'on a transmis bruts. Ça nous amène au point numéro 2. C'est parce que le consommateur a un besoin de réception de sa demande. On a un débat là-dessus sur un de nos clients communs qui nous a animé hier soir avec JB. Voilà. Donc, une des personnes est d'ailleurs dans l'assistance. Le temps de réaction doit être très rapide. Le temps de traitement du contact ensuite peut être plus long. On l'a vu, il y a du temps moyen, du temps long. Le problème du temps de réaction, du temps trop long, c'est que les prospects ont une durée de vie très courte et nous avons une totale ignorance de l'action de nos confrères. Pour pas dire nos concurrents. Voilà. Et ça veut dire qu'un temps de réaction trop long, c'est un espace laissé libre à la concurrence, sachant qu'en général, il est exceptionnel qu'un particulier qui veut rénover ne fasse appel qu'à un seul acteur du marché par le biais du web. Une fois qu'il est sur le web, il dit 1, 2, 3 demandes de devis, de catalogue, de projet. Donc, on a nécessité de faire ça.
Et ça nous amène au troisième point qui est pour aller vite, il faut des outils connectés. C'est des outils de partage et de traitement des données, parfois absents. Quand ils ne sont pas absents, souvent complexes. Nous faisons tous, en tant qu'entreprise fabricante, des efforts pour essayer de mettre en place des workflows et des systèmes. Mais nos artisans et nos partenaires ont besoin de formation, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être aidés dans l'usage de ces outils s'ils y sont, et on a besoin, nous, de les rendre le plus simple et le plus pratique possible pour des gens dont ce n'est pas du tout le métier. Leur métier, c'est de conseiller des particuliers sur la rénovation de leur maison, la rénovation énergétique ou autre. Ce n'est pas d'apprendre à se servir d'un système. Donc, ça nous amène au point numéro 4. C'est notre rôle auprès de nos équipes commerciales, de nos animateurs réseau. Ce sont eux qui vont devoir prêcher la bonne parole, expliquer les systèmes. Or, ce ne sont pas forcément leur métier. Ce sont des gens qu'on a recrutés dans les entreprises. C'est des spécialistes du point de vente, des spécialistes du produit, des spécialistes de la vente, pas forcément des spécialistes du digital et du traitement des contacts. Donc, on a un gros effort à faire vis-à-vis de nos équipes commerciales qui sont les intermédiaires, les porteurs des solutions qu'on va mettre. Voilà. Et on revient ensuite in fine à la sous-exploitation du potentiel du temps long dont on parlait tout à l'heure. C'est que si on n'a pas de data dans laquelle on a dit rappeler ce prospect dans 2 ans et demi parce qu'il est en train de finir les travaux de sa maison, que le petit vient de réussir son bac et que donc il y en a pour 2 années d'école privée, voilà. Et cette donnée-là, si on ne l'a pas, c'est quelqu'un d'autre qui va attraper à un moment donné le prospect par une promo qui lui aura envoyé au dernier moment, alors qu'on savait ça il y a déjà 2 ans. Voilà, j'y vais pour le petit diagnostic des points de vigilance. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, la solution à ça, c'est déjà d'intervenir, d'être très bon sur le début de la chaîne, donc de traiter de manière efficiente les premières sollicitations, d'arriver à les qualifier, à filtrer ce qui doit l'être, de façon à optimiser la transformation commerciale. Donc, les 4 clés pour réussir ce type de projet qui ont fait la réussite et les résultats aussi fulgurants chez Isocomble. La première, c'est vraiment dans le cadrage et le pilotage du projet. Si on n'a pas une gouvernance forte avec la direction générale, le marketing, le commercial et la gestion de projet et les prestataires, bien évidemment, c'est un projet qui ne marchera pas. Si c'est drivé par le commerce ou le marketing qui doit se battre contre les autres services, c'est mort. Donc, il faut que ça soit un projet d'entreprise avec des membres clés de ces services. Deuxième élément important, c'est qu'on a cette gouvernance, c'est de se réunir de manière très fréquente parce que la recette, c'est la même pour tout le monde, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes ingrédients en même quantité selon les réseaux, selon les métiers, selon les niveaux de maturité. Donc, pour arriver à avoir la recette idéale dans votre contexte, il faut une réunion hebdomadaire avec cette équipe projet pour venir resserrer les boulons, pour reprendre l'expression de Guillaume, à tous les niveaux, pour être excellent sur tout le maillon de la chaîne. Donc, on n'aura pas forcément besoin de la direction générale toutes les semaines, mais au début, tous les mois, tous les trimestres, ça permet vraiment de trancher et de prendre les bonnes décisions pour que ça avance. Un autre élément de succès qui marche beaucoup, c'est la réactivité et d'avoir un outil collaboratif type Slack qui permet d'échanger entre les différents maillons de la chaîne pour optimiser les campagnes, le traitement de qualification ou commercial. C'est un élément clé de réussite aussi. Tout à fait. L'autre élément, et non des moindres, le quatrième, c'est quand on définit pourquoi on veut faire ce projet, et il faut définir les éléments de contrôle de mesure. Tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, on en a défini 4 chez Isocombe, qui sont la qualité de service pour décrocher les appels entrants, le taux de transformation de lead à argumenter, le taux de transformation d'argumentaire à rendez-vous et de rendez-vous à vente. Ce qui nous permet de les optimiser, d'avoir une chaîne qui marche parfaitement. Guillaume, que peux-tu compléter sur cet élément de succès? Non, je dirais qu'aujourd'hui, le digital nous permet aussi de pouvoir modifier en temps réel toutes nos campagnes, en temps réel les apports de leads. Donc, c'est hyper important. La partie KPI est hyper important pour pouvoir trouver d'où vient la perte de lead ou la perte de vente, et de pouvoir faire des optimisations immédiatement et assez rapidement.
parce qu'une fois que la machine elle est lancée dans le digital, si on lui donne pas des optimisations, elle va continuer à continuer la campagne qui est prévue. Par contre, si on se rend compte que la qualité des leads est en baisse, c'est que les campagnes, il faut les modifier. Si les rendez-vous sont en baisse, il faut voir pourquoi les clients ne transforment pas. C'est vraiment hyper important pour gérer au quotidien et ne pas se perdre finalement. Oui, on se rend compte sur le data management qu'on fait chez Isocomble qu'on est capable aujourd'hui, avec la mise en place de tous ces systèmes, de faire de l'analyse de performance par origine, par canal, par campagne. Et donc, Guillaume arbitre en temps réel ces investissements, que ce soit chez des brokers, que ce soit du SIA, que ce soit d'autres canaux d'acquisition, parce que ça y est, on connaît le taux de ROI à la vente, mais par canal d'acquisition. Ce n'était pas possible avant, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il l'a dit tout à l'heure discrètement, c'est que la direction générale a décidé de multiplier par 3 son budget sur une partie de l'acquisition parce qu'on était capable de fournir des KPI clairs sur ses origines. Et l'important aussi pour la DG, pour le market, c'est surtout ça, c'est d'avoir un ROI mesurable et se dire, OK, si je mets 1 euro, combien ça va me rapporter? Et demain, dire, du coup, si je le multiplie par 10, ce 1 euro, combien ça va me rapporter? Si aujourd'hui, tout est fusionné, on n'a pas des KPI clairs, si on met 1 euro, 1 euro va pas forcément rapporter 5 euros ou va pas forcément rapporter 10 euros. Il faut être sûr. Donc, c'est hyper important d'avoir des KPI clairs et par origine d'acquisition pour être sûr que si je mets un billet ici sur de l'achat de lead, derrière, je sais à peu près le chiffre d'affaires que ça va générer. Oui, tout à fait. C'est 4 indicateurs que l'on décline par canal d'acquisition et par commercial. On peut avoir un canal d'acquisition très performant et ça peut être la force de vente sur un endroit spécial qui est le boulon à resserrer. Donc, c'est important de les décliner par origine et par équipe commerciale. Deuxième élément clé qui a permis une réussite aussi rapide, c'est le fait d'externaliser et de confier la qualification à une équipe externe et expérimentée. Plusieurs avantages à ça. La première, c'est la maîtrise du budget, savoir quand on dépense 1 euro en acquisition, combien ça va nous coûter en transformation. Donc, c'est d'avoir un modèle pay as you use, de payer que sur les leads traités. L'autre élément intéressant, c'est de pouvoir absorber la saisonnalité et les pics de charge au quotidien. Le fait de ne pas avoir ça en interne, on se soucie pas de savoir si les gens qui s'occupent de ça ont autre chose à faire ou si elles sont dédiées à 100% à ça. Et chez Guillaume, on a pu constater une augmentation de x10 en nombre de contacts sur la même journée. Et donc, si on a 1 ou 2 personnes dédiées à ça, forcément, on perd les contacts et la qualité de service. Donc, c'est ces avantages-là à avoir un partenaire externe. Ça permet donc de garantir un traitement avec une qualité de service de 92% et aussi d'imaginer en permanence d'optimiser les stratégies d'appel sortant pour avoir les meilleurs taux de transfo. Donc, sans dévoiler les secrets des dieux, chez Isocombe, voilà, on a un appel dans les heures le jour J. Derrière, on retente à J+1, à J+2 sur des plages horaires différentes. On laisse des messages vocaux, on laisse des SMS avec un lien pour prendre un rendez-vous dans l'agenda de l'équipe de qualification. On appelle avec un numéro de portable. On met au quotidien, on optimise la façon de traiter pour optimiser les indicateurs qu'on a vus. Autre élément, et non des moindres, donc on fait ça depuis 4 ans dans le secteur de l'amélioration de l'habitat, que dis-je, 5. On est sur un secteur où il y a énormément de questions des particuliers. On a un particulier qui est de plus en plus digital, mais de plus en plus frileux. Donc, quand il vient acheter une fenêtre ou une isolation, voilà, c'est comme chez le médecin, il connaît déjà tout sur le produit. Donc, ils ont plein de questions techniques dès le premier contact, savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner en énergétique, comparer tout ça. Et 2 risques à ça, c'est que les gens restent 3 plombes au téléphone avec l'équipe de qualification, ou alors qu'on les perde. Donc, c'est hyper important d'avoir une équipe qui sait à la fois se positionner et répondre aux questions sur la partie technique, la partie aide, parce qu'en plus, ça bouge très vite et tout le temps, pour avoir le meilleur taux de transformation et réduire les temps de conversation et optimiser les scripts en permanence.
Moi, si je peux rajouter, je peux peut-être illustrer tout ce que tu viens de dire, Jean-Bernard. Ce qui est hyper important, c'est de contacter le plus rapidement. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment de contacter le prospect le plus rapidement possible. Et tu l'as très bien dit aussi, c'est le fait d'avoir externalisé la qualification de mes leads, c'est que je peux amortir une charge très rapidement. C'est-à-dire que j'aurais pas pu faire un x3 en investissement si j'étais resté sur du traitement en interne. J'aurais pas pu, j'avais pas les compétences pour. De plus, le digital est aussi est un environnement qui est imprévisible et on peut faire toutes les prévisions que l'on veut, mais il suffit qu'il y ait une annonce du gouvernement ou quelque chose qui a en rapport avec le secteur où vous êtes. Vous pouvez faire un x3 sur les appels entrants et c'est ce qui m'est arrivé en janvier, hein, mi-janvier, une annonce a été faite du gouvernement. J'ai fait x3 par rapport à une journée classique. Si j'avais pas eu ma qualification externe des leads, j'aurais perdu au moins la moitié de mes leads en appel entrant en appel entrant, surtout en appel entrant, parce que une fois qu'un formulaire est rempli, on peut rappeler un peu plus tard le client, mais une fois que le client appelle et personne ne répond, il est terminé le lead. Ouais, et tu as même, ce qu'on disait, on en parlait encore hier, tu as réduit le temps de qualification de 15 minutes à 8 minutes. Tout à fait. En interne, on a fait un temps moyen d'appel sur la qualification en interne qui ressortait aux alentours de 15 minutes. Parce que voilà, dans la qualification des leads, on faisait de la perte dans de l'argumentaire, etc. On n'allait pas forcément à l'essentiel pour qualifier comme il faut le lead. En passant par la gestion externalisée, en resserrant les boulons, j'aime bien cette expression, mais en resserrant les boulons, on est passé quand même de 15 minutes à 8 minutes, donc ce qui est plutôt très bien. Et en termes de coûts, ce qui fait considérablement baisser les coûts d'acquisition d'un lead. Super, merci Guillaume. Je vois qu'il y a une question de Magali à laquelle on va répondre tout à l'heure, à savoir comment elle peut optimiser le traitement de ses leads. On a créé pour vous un petit outil de diagnostic. Donc, vous avez juste à répondre au formulaire qui vient d'apparaître si vous voulez qu'on vous fasse un diagnostic gratuit sur la gestion de vos prospects web, comment les optimiser. On a fait un questionnaire pour vous et on peut tâcher de vous dire combien vous pouvez gagner en resserrant les boulons. Ça va être l'expression de la journée. Comme on a pu le faire avec Isocomble. Voilà, ce sera pour avoir une discussion intéressante autour de votre gestion de prospects web. Donc, je continue avec le troisième point. J'accélère parce que le temps passe. Une fois qu'on a qualifié, ce qui est hyper important, ça va être la transfo. La transfo, c'est les installateurs, c'est les équipes commerciales. Plusieurs éléments pour s'assurer qu'il y a une transfo. Je l'espère pour vous aussi à 75% comme chez Isocomble. La première, c'est que de leur fournir un outil simple qui leur donne toutes les informations sur le contact pour qu'ils soient en confiance pour aller le traiter et se dire qu'il y a une jolie vente à faire. L'autre élément qui est un des éléments de la réussite aussi chez Isocomble, c'est qu'on va jusqu'à positionner correctement les rendez-vous dans les agendas des commerciaux en fonction de la localisation de leur rendez-vous précédent. Sur un réseau diffus, c'est quelque chose où ça met du temps à le mettre en place, où on peut aller, mais on va un peu moins loin à ce niveau-là. Mais il existe dans tous les cas de très belles choses à faire pour optimiser ce taux de transfo et surtout le connaître derrière. Donc, c'est important d'avoir un outil qui permet de suivre toute cette chaîne et de savoir si les contacts sont bien rappelés, bien traités, bien transformés. Autre élément important, c'est le fait d'avoir ces stats sur les taux de transformation par source et de les partager à l'équipe de qualification. Ça permet aussi d'optimiser la qualification et de la revoir en amont pour maximiser les ventes derrière. Et un autre élément qui fait aussi la réussite de la transformation par les commerciaux, c'est d'utiliser les supports d'avis clients, idéalement même de les envoyer avant le rendez-vous, de les utiliser en rendez-vous et d'utiliser aussi tous les labels dont vous pouvez disposer. Je sais que parmi l'audience, il y en a plusieurs qui ont des très beaux labels. Et avec ça,
normalement, plus de la formation des équipes commerciales et un bon recrutement, on doit avoir un taux de transformation qui est maximal. Guillaume, tu souhaites compléter ou Jérôme? Non, moi c'est bon pour moi. On va avoir du temps pour nos questions. C'était plutôt très bien expliqué, très clair. Non, Je vais revenir sur ce petit sujet, hein, vous allez croire que c'est ma marotte. Chez Guillaume, avec tous les systèmes qu'on vient de mettre en place, on est à 75% de vente, on va dire, immédiate, à court terme, parce que c'est de l'isolation et qu'on est face à une demande, à un besoin, des aides de l'État, etc. Sur le reste de l'équipement de la maison, on est sur des taux qui sont tout à fait relativement différent. C'est-à-dire que une fois que le processus qui vient d'être décrit par Jean-Bernard sur tout le traitement du lead nous amène à dire OK, on a 20% de hors cible, OK, on a 30 à 40% de immédiats générés dans les agendas des commerciaux. Il va nous rester entre 40 et 50% de prospects dont le projet est à plus de 3 mois, 6 mois. Le temps long commence à plus de 3 mois. Le temps long commence juste au-delà du temps du commercial pour qu'il touche ses coms. Le temps long commence à l'instant même où il y a surabondance de prospects qui soient parce que c'est la saison d'hiver et que de toute façon c'est le moment où tout à coup il y a panique à bord pour mettre un poêle, changer ses fenêtres, autre chose. Voilà. Ce temps long, c'est un capital incroyable pour l'entreprise, à la fois au niveau de la tête de réseau et à la fois de chacun des partenaires sur le terrain. Voilà. Et ce capital, il faut mettre en place tous les systèmes pour le traiter. Vous allez avoir des prospects qui sont sur des projets à 2 ans, 3 ans. Ils vont avoir téléchargé le catalogue de l'année 2020. Personne ne va penser à leur envoyer le catalogue de 21 ou le catalogue de 22, alors que les produits ont changé, le design a changé, la charte graphique de l'entreprise a évolué, etc., etc. Donc, cette gestion du prospect dans le temps long, c'est du business qu'on a sous le coude et qu'on va se faire piquer au dernier moment dans 2 ans parce qu'un de nos confrères va faire une super promo, 3 pour le prix de 2, et nous, on aura oublié d'utiliser ce temps pour construire la confiance avec un prospect qui était venu à nous dire des choses. Voilà. Donc, c'est là où on dit, à un moment donné, il suffit de se préprogrammer de l'email automation avec 2-3 campagnes par an où on entretient la confiance, on répond aux questions, on a un blog, etc. etc. Voilà. C'est 40 à 50% sur des produits un peu lourds de l'équipement de la maison. Je pense que c'est à peu près ça les chiffres de prospects qui disent oui, mais le projet est pour plus tard. Quand on sait le coût d'acquisition de ces 40 à 50% de prospects, comme le dit Magali dans les questions, ça mérite tout à fait un traitement particulier. Ce n'est possible que parce qu'en amont, la détection du projet a été faite telle que imaginée là et décrite par Jean-Bernard et pas envoyée brute dans le réseau. Voilà. Donc on y accorde la plus grande importance. Super, merci. Jérôme. Voilà, donc si vous avez envie d'optimiser vos ventes, vos budgets marketing, votre satisfaction client, vous avez envie d'avoir un tunnel de vente qui ressemble plus à celui de droite qu'à celui de gauche, ben, je vous invite à nouveau à vous inscrire pour le diagnostic de gestion des leads dans votre réseau. Je ne sais pas, Chloé, si tu peux le remettre. En tout cas, voilà, notre objectif, c'est de vous aider à transformer au maximum et optimiser cette chaîne. Voilà, les coordonnées pour nous contacter. Je laisse donc la place aux questions, réponses. Allez-y, c'est le moment d'adresser vos questions à Guillaume, Jérôme ou moi-même. J'espère que cette présentation vous a plu. Déjà, il y avait la question de Magali. On n'a pas répondu à la question de Magali, je crois. Je peux peut-être commencer à répondre à la question de Magali et tu me compléteras, Jérôme, s'il faut. Donc, depuis notre récente digitalisation, nous avons de plus en plus de leads, mais un gros pourcentage de leur cible. Par où commencer pour avoir du contact qualifié? Est-ce que c'est un problème de mots-clés ou autre? Alors, c'est une très très bonne question. Il faut déjà savoir, Magali, quelle est la source des leads? Est-ce que c'est du référencement naturel? Est-ce que c'est du SIA? Si c'est du référencement naturel, oui, c'est sûrement un problème de mots-clés. Tout simplement, alors moi je vais prendre l'exemple de mon secteur. Isocombe, on fait de l'isolation des combles perdus.
mais quand les clients recherchent sur du référencement naturel sur Google, isolation des combles, il faut bien que moi, je fasse ce qu'il faut en termes de qualification de mots-clés sur de l'isolation des combles perdus et pas de l'isolation des combles en rampant. Parce que hors rampant, pour moi, c'est du hors cible. Et donc, il ne faut pas se placer sur ces mots-clés. Donc, il y a un travail à faire au niveau des mots-clés pour être sûr que sur le référencement naturel, des leads ne sont pas drainés, des mauvais leads ne sont pas drainés par le site. Si on est sur du SEA, il faut voir la landing page d'atterrissage, voir si elle est assez claire, pour faire des filtres dans les leads, si les questions sont pertinentes et s'il n'y a pas besoin d'avoir quelques questions de plus pour qualifier un peu plus le client et entre guillemets, faire partir les clients qui finalement n'ont pas d'intérêt pour nous. C'est quel secteur d'activité, Magali? En tout cas, Magali, le temps que vous nous répondez dans le chat sur le secteur d'activité, isolation de comble. Voilà. Bon, je vais laisser Guillaume répondre alors. Voilà. Donc, non, un des points intéressants là-dedans, si on veut juste se concentrer sur la première partie de la question, qui est le hors-cible. Le hors-cible, c'est pas du hors-marque. La première chose à faire quand on a des leads, quels qu'ils soient, et notamment du hors-cible, c'est de mettre en place une solution au moins d'email relationnel, je ne le dis pas transactionnel, mais relationnel, pour que la construction de l'image de sa propre marque à l'égard des gens qui ont fait l'effort de venir à nous soit la plus parfaite possible. On dépense des fortunes en parrainage, notamment avec Isocomble, où on a des processus intéressants là-dessus, mais c'est du parrainage de gens qui sont installés et qui disent je suis content de mon installation, mais aussi ce bouche à oreille que l'on essaye à grands coups de milliers d'euros de faire vivre sur le net, on peut le faire vivre en vrai. Voilà, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'un hors-cible, c'est pas un hors-marque. On doit en profiter justement, puisqu'on a quelqu'un qui est là pour lui dire avec toute la gentillesse possible, désolé, je ne sais pas répondre à votre question, mais peut-être que blablabla. Voilà, il faut trouver quelque chose. Ensuite, effectivement, la gestion du hors-cible se fait par le meilleur ciblage possible en amont. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Guillaume, la qualité des rédactionnels, des mots-clés, des blogs, des linkings qu'on fait sur son site pour générer du SEO. Et puis le SIA, normalement, devrait à peu près permettre d'éviter ça. Voilà. Et la dernière question, devons-nous juste trier les leads pour ne pas épuiser les commerciaux? Je crois que c'est le sens même de ce webinaire. C'est passer, en gros, si on résume, c'est vous mettez des gros canaux d'acquisition, passez par un filtre qu'on appelle un contact center professionnel de haut niveau externalisé, qui fait que, on délivre aux commerciaux que les bons leads. 2, on répond gentiment aux hors-cibles en leur disant écoutez, voilà, on vous aime quand même. Et puis 3, on met de côté ceux qui sont pour plus tard. C'est ça l'idée d'aujourd'hui. Le circuit le plus court possible, Jean-Bernard, donc ensuite tout de suite rappelé par les commerciaux. Voilà, notamment dans le monde de l'isolation où il faut aller très, très, très vite. Alors, nous avons une autre question de Maxime. Dans la continuité du hors-cible, comment traitez-vous… Attends, je vais passer en plein écran. Comment traitez-vous les problématiques de SAV, mécontentement, litige? Les formulaires de demande sont point d'entrée réactifs, mais ils sont parfois pollués par certaines demandes non business. Alors, je vais vous donner une expérience vécue à l'époque de Brisac, donc j'ai dit 25-30 000 litres par an, différents canaux d'acquisition. Le contact center, donc de l'époque, à l'époque, nos travaux n'existaient pas, sinon j'aurais travaillé avec eux, avait des règles au téléphone qui étaient des règles où nous avions défini des canaux de diffusion des appels. On appelait quelqu'un, c'était un litige, c'était une réclamation, c'était juste une demande d'accompagnement sur un produit existant ou autre. Et on avait organisé avec le call center, et c'est ça aussi la force du système, c'est quelque chose dont on discute aussi là en ce moment avec une des personnes présentes qui est un des clients, c'est en amont, si on n'est pas capable de faire le tri forcément, le tri peut très facilement être fait par le contact center. Et là aussi, avec toute l'expérience dont on a parlé tout à l'heure, de la connaissance des produits, acquise par les télémarketeurs. Un des gros points importants, c'est que nous veillons avec Jean-Bernard et toutes les équipes à ce que les téléacteurs ou téléactrices soient formés aux produits, formés à la marque
formés aux questions pièges, voilà, parce qu'ils ont un rôle prépondérant effectivement dans cette première réception d'appel et sa redirection vers les bons services. Mais ça peut tout à fait être fait, pour répondre à la question de Maxime, ça peut tout à fait être fait en externalisé. Avec des systèmes d'ailleurs qui sont souvent plus efficaces que ce qu'on fait en interne, parce que la machine automatiquement va envoyer un mail au directeur technique en disant telle fiche, toc, mail qui arrive, copie dans la database pour faire un suivi. C'est peut-être parfois plus simple qu'en passant par le standard. On a un système de routage en fait, hein, où quand il y a une plainte ou une demande de SAV, au lieu de l'envoyer vers le service commercial, on l'envoie vers le service technique. Et ça, on le fait sur du lead entrant et on le fait même à la récolte d'avis clients. On peut avoir des gens mécontents et on leur propose de soit publier l'avis, soit de le remonter en SAV. Et il faut savoir que 70% des gens qui laissent un avis négatif, c'est pas qu'ils veulent nuire à l'entreprise, c'est parce qu'ils veulent avoir une réponse à leur SAV. Et c'est souvent l'ultime recours parce que ces demandes ne sont pas traitées. Donc, d'où l'importance d'avoir un système en place qui permette de ne pas polluer les commerciaux et de fournir une belle expérience client qui ne viendra pas nuire à l'image de marque. Oui, pour répondre à Maxime et pour s'appuyer sur le cas de Guillaume, par exemple, aujourd'hui, le numéro de téléphone qui figure partout dans la communication d'Isocomble est un numéro de téléphone qui atterrit chez Eldo Travaux sur la plateforme. Et donc, il n'y a aucun filtre préalable au fait que la personne qui appelle, c'est pour se plaindre parce qu'elle n'a pas été livrée, c'est pour demander un complément de vie ou c'est pour demander un projet. Voilà. Donc, de toute façon, dès lors qu'on connecte vers le call center, on est amené à traiter de toute façon l'ensemble des cas de figure qui se présentent à nous et de gérer la répartition. Tu veux compléter, Guillaume ? Non, c'est bon pour moi. Par contre, la question de Maxime, je ne crois pas qu'on lui a répondu et elle est assez intéressante. Non, de Johan, pardon. De Johan. Nos contacts sont envoyés à la main à nos commerciaux, donc le commercial de l'industriel, qui ensuite les envoie à l'entreprise sur le terrain. Du coup, le retour d'info est compliqué. Comment faire ? Alors là, je ne sais pas comment sont gérés les leads, mais déjà, ma première question que j'ai à poser, c'est est-ce qu'il y a un CRM ? C'est très, très important parce que ça nous permet d'avoir les retours sur les leads qui sont envoyés et à gérer une bonne répartition des leads pour les commerciaux et d'obtenir les retours. Donc, si tout est envoyé à la main et les ventes sont faites sur papier, ça va être très compliqué d'avoir des retours de la part des commerciaux. Généralement, les commerciaux font des retours uniquement sur ce qu'ils vendent, mais ne font pas forcément des retours sur ce qu'ils ne vendent pas. Donc là, pour moi, tu me dis, hein, Jérôme, si tu veux compléter, mais pour moi, il faut savoir s'il y a un CRM ou pas déjà pour suivre l'évolution d'un lead. Partons du principe hypothèse 1, il y a un CRM, et donc c'est le système qu'on a mis en place avec toi, qui est de connecter tout le dispositif opérationnel de qualification, transmission au CRM. Deuxième cas de figure qui est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine, il n'y a pas de CRM, il n'y a pas d'outil, un cas qu'on traite actuellement avec Jean-Bernard. Une des forces du système qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on a demandé aux équipes techniques d'Eldo Travaux d'avoir la possibilité d'externaliser ce qu'on appelle une interface professionnelle au sein même d'Eldo Travaux. C'est assez rare en fait. Jusqu'à présent, l'entreprise qui reçoit ses leads a son CRM, éventuellement même le délocalise à 100, 150, 200 personnes sur le terrain avec des connexions. Là, l'idée, c'est de dire l'entreprise ne veut pas investir parce que c'est pas le moment, c'est trop tôt, c'est pas dans sa logique sur ce CRM. Et donc, Eldo Travaux, et là, je me place en tant que consultant qui fait bosser et qui suis exigeant auprès d'Eldo. C'est vraiment cette discussion au cœur de laquelle on est, c'est que je demande à ce que Eldo Travaux puisse héberger temporairement ou définitivement ou pour longtemps ce CRM prospect. Donc, ça répond à la question de Johan. Si dans le diagnostic, Johan, on va se tutoyer, tu souhaites qu'on vienne te voir, c'est un sujet sur lequel on est effectivement. Voilà, pour ne pas envoyer les leads bruts
voilà. Mais il faut effectivement qu'il y ait une database chez toi dans laquelle tu rentres tout, une API qui exporte tous les contacts avec toutes les origines et les sous-origines, mais ça, les équipes techniques d'Eldo savent faire, dans une interface pro et hébergée à l'extérieur. Voilà. Et c'est de là que vont partir toutes les actions, mais tu auras un accès. Et moi, c'est ce que je demande actuellement pour un de mes clients, c'est que tu auras un accès, une vision permanente à ce qui se fait. Mais tu héberges pas le CRM, et Guillaume a raison, sans CRM, point de salut. Mais on n'a pas tous envie ni les moyens de développer ça dans sa boîte. Quand on est un fabricant, c'est pas une priorité forcément. Mais la priorité, c'est de traiter les leads. Donc, il faut bien trouver une solution. Et c'est ce qu'essaye de proposer. Enfin, c'est ce que va proposer Eldo Travaux en solution externalisée, on va dire. Voilà. Et après, Ouais. on peut tout faire. C'est effectivement ça l'idée. Apparemment, il n'a pas de CRM. Bon, S'ils utilisent déjà Eldo Travaux pour les avis et les Google My Business, ils ont déjà une interface pour traiter des leads de CRM. Donc, il suffit simplement de router vos leads dedans et vous pourrez avoir une visibilité telle que, je crois que j'avais un slide derrière, telle que celle-là, ou par canal d'acquisition, tu sais si c'est signé, pas signé, par commercial, par installateur, tu sais si c'est signé, pas signé, si c'est en cours, sans avoir à prendre un CRM additionnel. Et ma conviction, c'est que le travail d'allocation des contacts par les commerciaux de l'industriel, ce sont des règles qu'on peut mettre au moment de la qualification pour les transmettre direct à l'installateur. Parce que rajouter cette étape-là rajoute une complexité et une latence qui va faire perdre le prospect particulier. On le sait tous aujourd'hui, quand on achète quelque chose en ligne, mais on veut le recevoir le lendemain avec Amazon Prime et que ça soit posé, installé, qu'on puisse en jouir juste après l'acte d'achat ou juste après sa demande. Et malheureusement, ça va s'accélérant. Donc, ma préco va aller dans ce sens-là. Encore une fois, Johan, si tu veux en discuter, avec grand plaisir. Est-ce qu'on a répondu? Alors, Magali, nouvelle question. Nous avons généré un trafic important sur notre site web, mais celui-ci génère peu de contacts. Une landing page est-elle plus efficace pour transformer un prospect web en futur client? Quel est le taux de conversion normal? Je vais répondre, ouais. Alors, tout dépend. Magali, oui, c'est Magali qui est dans l'isolation. Bon, tout dépend aussi le secteur d'activité, hein, mais le secteur de l'isolation est un secteur hyper concurrentiel. C'est un secteur où il y a beaucoup de curieux, tout simplement parce que le fait de proposer des offres à un euro font que les clients vont sur le site et naviguent un peu entre tous les sites. Donc, moi, je considère qu'un taux de transformation normal, il est à moins de 10% pour du secteur de l'isolation. Alors, je ne connais pas forcément les taux de transformation sur les autres secteurs. Je ne sais pas si Jérôme, si tu pourras en parler. Mais globalement, la landing page, elle est assez efficace s'il y a un message d'accroche très fort. Ensuite, le site, faut qu'il soit assez ergonomique et qu'il y ait plusieurs boutons d'appel à l'action et qu'il n'y ait pas forcément trop de blabla sur le site parce que les clients veulent vraiment avoir des infos claires et pas se perdre. Pour moi, la landing page est plus intéressante quand même pour de l'isolation. Ouais. Moi, je confirme aussi, hein, pour avoir dépensé des dizaines puis des centaines de milliers d'euros en SEO ou en SEA, surtout sur du SEA, c'est un client qui veut de l'instantanéité. Quand il clique sur ton annonce, derrière, il faut que ça convertisse entre 5 et 10%. Si tu n'as pas ces taux-là, ça veut dire que tu l'envoies sur une page d'accueil qui n'est pas optimisée pour de la conversion. Il faut la mener sur une landing page où il peut faire qu'une chose, c'est laisser ses coordonnées pour être recontacté. Et un formulaire qualifiant avec un petit peu de questions pour pas perdre trop d'énergie en qualification, mais en même temps
pas aucune question non plus pour favoriser la conversion, parce qu'après, derrière, tu vas dépenser beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est un travail au quotidien d'optimisation de toute la chaîne, de tes pubs, de ta stratégie d'acquisition, à ta qualif, à ta transfo. Donc, de prime abord, moi, je serais tenté de répondre comme Guillaume, c'est une landing page optimisée, surtout si tu fais du référencement payant. J'allais aussi compléter, du coup, ce qui est aussi intéressant de le dire aussi, c'est tout dépend aussi le secteur. Tout typiquement sur l'isolation, généralement, les clients, comme tu dis, Jean-Bernard, ils veulent s'inscrire tout de suite, ils n'ont pas forcément envie de passer du temps. Par contre, si je fais un zoom sur mes anciennes expériences, sur par exemple un site internet qui vend des fenêtres directement, là, c'est plutôt, ça va être forcément un site parce que les clients vont plus être dans l'optique d'achat, ils vont vouloir se renseigner sur le produit, avoir les caractéristiques, etc. Donc tout dépend le secteur d'activité dans lequel on est. Ouais. Ensuite, ce que je peux faire aussi te conseiller, Magali, c'est aussi faire du test AB. C'est-à-dire faire une semaine en faisant cette optimisation et cette semaine en faisant celle-là et regarde ce que ça donne en termes de transfert. On est autour de 5%. Ben, t'es pas mal, Magali. Hein. Il n'y a plus qu'à augmenter les budgets et bien les traiter derrière. 5%, c'est bien pour le secteur. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc clôturer cette session. Vous remercier du fond du cœur pour votre participation active. Merci beaucoup à Guillaume et Jérôme pour vos retours d'expérience. Merci beaucoup à tous les participants. On a prévu une série de plusieurs webinaires autour donc de l'optimisation de la performance marketing et commerciale pour les marques de l'habitat. Vous allez avoir un très, très beau calendrier qu'on va vous présenter tout au long de l'année. Donc, dites-nous dans le chat si ça vous intéresse. Dites-nous si vous avez aimé le webinaire. On y a passé beaucoup de temps pour vous donner vraiment des informations utiles, pratico-pratiques, qui pourront impacter votre business. Et voilà, et puis notre ambition, c'est d'arriver à transformer ce secteur, à faciliter votre vie, faciliter la vie des installateurs, faire les belles histoires de l'habitat et les belles histoires des belles marques françaises. Donc, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. À très bientôt. À très vite. À très bientôt. Au revoir.